Aujourd'hui, je veux vous parler de la concentration des indices, évidemment, je vous apprends rien. Les indices américains sont énormément concentrés et vous avez, par exemple, dans le top 10 des capitalisations boursières américaines, vont représenter 33%, 34% de l'indice. Et essentiellement, vous avez donc un secteur d'activité qui est largement représenté, c'est de la tech. Et après, vous avez bon, Berkshire, holding, on va dire, et derrière de la santé. Évidemment, ce qu'on se dit, c'est OK, c'est concentré, est-ce que ça doit faire peur et cetera? C'est concentré pour une chose déjà, c'est ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, parce que, voilà, il y a une forte demande, si vous voulez, et il y a un nombre limité d'actions qui vont répondre à ce que les gérants ou à ce que les gens veulent, c'est-à-dire une faible cyclicité des résultats, une forte visibilité et cetera. Et donc, on continue de concentrer les ETF aidant, et cetera. Donc, quelque part, si vous voulez, où est la limite? La concentration à 33%, elle peut éventuellement continuer beaucoup plus loin. Mais alors, il y a beaucoup de personnes également qui vont dire: «OK, alors historiquement parlant, on en est où?» On voit que historiquement parlant, il y a eu, des concentrations qui ont été bien supérieures, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était les Nifty 50 et vous voyez cette concentration que vous avez eue pendant une dizaine d'années. Et ensuite, à nouveau, on a eu la déconcentration. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez quand vous avez la déconcentration? Vous n'avez pas nécessairement une baisse de ces valeurs-là, vous avez en fait une moindre hausse de ces valeurs-là par rapport à un autre secteur d'activité qui va être concentré et qui va prendre le dessus. Ce qui fait que quand vous avez des ETF, évidemment, l'idée que vous faites, c'est je reste sur mon ETF. De toute manière, si demain, la technologie ou le luxe n'est plus à la mode et que ça devient à nouveau l'énergie et les métaux et les industries, et ben, quand, toutes ces actions-là, quand les unes vont baisser et les autres vont monter, et ben, les la tech et cetera, les pondérations vont être réduites dans mes indices, et au contraire, l'énergie, les métaux, les industries vont être augmentées. Et donc, in fine, en fait, j'aurai à nouveau le bon élève et les pondérations. La seule problématique, c'est que quand vous venez d'un monde où vous êtes pondéré à 33% sur la tech, avant que globalement vous ayez une repondération plus juste qui soit faite par rapport à cette rotation sectorielle, ça prend du temps et vous sous-performez pendant ce temps-là parce qu'il faut, en gros, vous louper parce que vous avez des toutes petites pondérations dans votre indice et dans votre ETF, vous loupez le gros de la hausse et du retour en fanfare des métaux, de l'industrie, et cetera. Et vous subissez gros au début et puis de moins en moins au fur et à mesure où votre luxe et votre tech baissent globalement. Sa pondération baisse aussi, mais au début, vous subissez ça. Donc, il faut bien comprendre, si vous voulez, que finalement, oui, il n'y a pas de problématique au niveau de votre ETF, il va se réajuster, mais son temps de réajustement fait que pendant un certain laps de temps, c'est une latence et il va sous-performer. Alors après, chacun ses choix globalement, mais il faut l'avoir en ligne de tête. Et ensuite, vous voyez bien qu'on peut être concentré à 40% du marché, on peut être concentré à 30%, ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ce qui est plus important, si vous voulez, c'est une question de sectoriellement, est-ce qu'on a toujours un flux qui va chercher ce type d'offre-là ou est-ce que le marché veut rotationner? Ça, c'est d'autres réponses, je ne vais pas aborder ça ici, mais c'est ça l'idée qui pour moi est importante. Et ensuite, l'idée qu'on se dit, c'est: «Oui, mais alors, allons regarder les autres indices». J'ai vu ça passer. On regarde les autres indices et on se dit: «Bah, regardez, les marchés américains sont concentrés à 34%, mais finalement, c'est pas si pire que ça, regardez. United Kingdom, si vous prenez le top 10, c'est 49% de la capitalisation de l'indice. En Allemagne, c'est 58%. En France, c'est 58%. En Italie, c'est 66%. Donc les autres marchés boursiers sont bien plus concentrés que le marché américain. Sauf qu'il faut comparer des poires et des pommes, si vous voulez. Heu, L'Italie, la France et l'Allemagne, c'est 40 valeurs. Le S&P 500, c'est 500 valeurs. Le, Japon, le Nikkei, c'est 225 valeurs. Donc la problématique de ça, de regarder le top 10, si vous voulez, dans un indice qui a 40 valeurs, bah, oui, forcément, vous allez trouver des concentrations à plus de 50%. Mais en fait, regardez par contre le top 10 dans 500 valeurs, bah, ces 33% vous paraissent moins élevés que les autres indices, mais en fait, relativement parlant, ils doivent vous paraître plus importants. Parce que c'est plus dur d'avoir une concentration à 33% sur 10 valeurs parmi 500 que sur 10 valeurs parmi 40. Ok, donc là, déjà, voilà, on peut pas.
On ne peut pas tirer vraiment de conclusions là-dessus, ou en tout cas les mauvaises. Et ensuite, n'oublions pas que très souvent on dit bah, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. D'une part, vous devez toujours prendre en compte la monnaie. Quand on est investisseur européen et qu'on achète des valeurs américaines en dollars, il faut également prendre en considération l'impact de la monnaie, qui plus est à long terme, et également prendre en compte la cyclicité et la volatilité. Regardez les granolas, c'est 11 valeurs qui sont sur de la tech, mais essentiellement sur de la santé aussi, et du consommateur discrétionnaire. Et regardez vos magnifiques sets qui sont essentiellement de la tech. Regardez en fonction des taux d'intérêt de la Fed et compagnie, la volatilité que vous subissez sur ces 7 grandes valeurs qui représentent un tiers de l'indice, et donc la volatilité que vous pouvez subir sur votre ETF indiciel, comparé à des valeurs qui sont plus défensives, santé et compagnie, qui en fin de compte ont offert une volatilité beaucoup plus réduite pour être finalement au même niveau. Tout le monde parle évidemment de la hausse des valeurs technologiques en 2023, mais qui est essentiellement un rattrapage par rapport à leur baisse de 2022 et qui ne fait que leur permettre de revenir au niveau de performance des granolas qui, eux, ont peut-être moins monté en 2023, mais parce qu'ils avaient moins subi de baisse déjà en 2022. Donc ça aussi, c'est à relativiser si vous voulez. C'est pas tout d'avoir le truc qui fait la meilleure performance sur l'année. Si vous avez sur 3 ou 4 ans les montagnes russes, est-ce que c'est vraiment intéressant pour votre profil d'activité? Est-ce que c'est ça que vous recherchez ou est-ce que vous recherchez à réduire la volatilité? Et ensuite, ce que l'on voit, c'est que la concentration que l'on a dans une poignée de valeurs aux États-Unis, elle est vraie aussi en Europe. Vous le voyez, les granolas, c'est 11 valeurs, et c'est une pondération aussi qui est, je pense, à 25% du stock 600. Si on doit vraiment comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire on ne prend pas les indices réduits, on prend les indices larges, et on prend le stock 600 européen. Et à ce moment-là, on prend les 10 plus grosses valeurs, et en effet, on retrouvera des niveaux de capitalisation qui représentent très certainement 25%, c'est-à-dire un petit peu moins, mais quand même une concentration assez importante. Et cette concentration peut continuer. Donc regardons maintenant à l'intérieur des indices. Et c'était Charles, je le remercie, qui m'avait envoyé ça dans les topos. Regardons et essayons de conclure un certain nombre de choses. Ici, vous avez le MSCI Europe Microcap. Donc c'est les toutes petites capitalisations. Qu'est-ce que l'on regarde quand on voit un truc de microcap? Déjà, ça n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de flux, mais du coup, il n'y a pas de concentration. Vous voyez, les 10 premières valeurs représentent 3% de l'indice. Et en gros, il n'y a personne vraiment qui se sort. Donc, on est sur des indices qui sont très flat parce qu'il n'y a pas de concentration. Donc, vous avez besoin que tout le monde, si vous voulez, évolue favorablement pour que votre indice évolue favorablement. Vous n'avez pas seulement besoin que les meilleurs élèves tirent le reste. Ce n'est pas suffisant. Et donc là, on le voit, donc plus les indices sont petits, c'est ça qui est intéressant. Ici, vous avez un MSCI Europe Small Cap. Donc, vous avez quand même 900 membres, hein, et vous voyez que là, les 10 premiers représentent 5%. C'est toujours pas grand-chose, mais on a une concentration un petit peu plus importante. Maintenant, on passe au MSCI Europe Mid Cap, 235 actions. Et là, tout de suite, les 10 premiers, c'est 11%. Ensuite, vous passez sur les large cap, c'est 190, et là, vous êtes à 26% avec le top 10. Donc là, vous voyez tout de suite les concentrations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un marché de flux qui recherche essentiellement des grosses caps, des valeurs momentum, des valeurs de qualité, avec peu de cyclicité, mais une visibilité sur les résultats. Et en fait, on a une offre qui va chercher on a une demande qui va chercher une offre réduite de titres en délaissant derrière le gros de la cote qui sont les plus petits titres. Et donc ça, si vous voulez, c'est ce qui permet de dire que les marchés sont chers, mais peuvent devenir encore plus chers, parce que c'est qu'une question de flux et de qu'est-ce qu'on est prêt à acheter. Je suis prêt à payer cher aujourd'hui pour revendre encore plus cher. Et tout un tas de petites capes, etc., qui sont complètement abandonnées parce qu'elles passent sous le radar, mais qui du coup, c'est là où il y a véritablement les vraies opportunités, parce que c'est là où c'est véritablement peu cher. Mais comme il n'y a personne, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a jamais de revalorisation, ou une revalorisation qui arrivera peut-être que dans le futur, mais on ne sait pas quand, et donc pendant ce temps-là, vous bloquez votre capital. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une anticipation dessus ou pas? C'est ça qu'on apprend également par les pondérations des indices, c'est ça que le marché nous dit et nous explique.
Donc voilà, c'était essentiellement ce que je voulais vous dire. Ça, c'était un petit gramme juste pour vous dire, regardez, vous prenez toutes les valeurs de l'énergie, vous regardez leur capitalisation, si vous voulez, leur capitalisation boursière, qui est plus ou moins équivalente à Nvidia. Nvidia est plus haut maintenant, et vous avez quasiment des profits qui sont 10 fois supérieurs. Donc ça aussi, c'est pour relativiser. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un Nvidia. Donc, si vous voulez du Nvidia, vous prenez du Nvidia et donc Nvidia est cher, mais globalement, est-ce qu'elle est vraiment chère par rapport à la demande qu'il y a? Parce qu'on est en train de jouer déjà les profits pour les 5 prochaines années. Alors il suffira d'un grain de sable, d'une compétition qui va faire baisser les marges, tout ce que vous voulez, pour en effet relativiser un petit peu la valorisation de Nvidia. Mais aujourd'hui, vous avez une concentration qui est faite parce que vous avez très peu d'acteurs qui vont répondre à cette thématique-là. Or, l'énergie, on l'a laissé de côté pendant très longtemps, et vous avez donc un certain nombre de boîtes qui font de très bons profits, mais qui sont sous-valorisées par rapport à ces profits-là, mais qui sont sous-valorisées déjà depuis des années. Vous avez le SG, etc. Alors on est en train de revenir en arrière là-dessus, et c'est là où vous pouvez avoir des opportunités de revalorisation, ce qui a déjà été le cas. Ça, c'était un article que j'avais écrit il y a un moment déjà, mais c'était le but d'avoir cette réflexion-là. Mais c'est qu'une question, si vous voulez, de concours de beauté. À un moment donné, vous avez des choses qui sont pas chères, pas parce que économiquement c'est pas intéressant, mais parce qu'il n'y a pas de flux dessus. Ça peut être pour des raisons de projection, où on se dit que les business vont détruire de la valeur, mais ça peut aussi être tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande pour ce type de valeur-là actuellement. Les yeux sont tournés que vers un type de valeur, et donc tous les flux sont dirigés sur ça, et on va concentrer sur ça. Et c'est là où vous avez les rotations et la volatilité qui peut se faire de manière assez forte, c'est quand justement le flux, si vous voulez, est en mode on-off. C'est un petit peu cette impression que l'on a sur les marchés. Bon voilà, c'était une vidéo pour moi importante à vous faire pour avoir cette compréhension-là, avoir cette idée de regarder un petit peu et de pouvoir sortir ce type d'information-là du marché et de qu'est-ce que ça veut dire. Et donc de faire le lien avec l'autre vidéo que je vous fais et que je vous affiche à l'écran ici, sur justement bien comprendre qu'un marché cher, il peut le rester plus longtemps que ce que vous croyez, et un marché peu cher également peut rester peu cher parce qu'il n'intéresse personne. C'est une question de flux. Au-delà de la macroéconomie, de la microéconomie, c'est essentiellement les flux, là où va le pognon, qui va diriger justement la suite des choses. Et c'est ça, nous, en tant qu'investisseurs, c'est important de bien le comprendre pour éviter de se bloquer pendant des mois ou des années là où le marché ne veut pas encore regarder.